Bienvenue dans ce 232e briefing, donc dans son format plus classique aujourd'hui, avec Arnaud et Igor qui vont parler à la fois de l'économie, la politique russe, mais aussi, bien entendu, en deuxième partie, de l'international, de la diplomatie, qui est un sujet bien vivant aujourd'hui, qu'on traite plus largement encore dans notre deuxième briefing du lundi. Avant toute chose, je voulais remercier le président honoraire Kiday qui a assuré brillamment l'intérim, comme toujours. On n'en doutait pas une seconde, donc merci à lui. Et peut-être qu'il l'assurera encore de temps en temps, nous l'espérons en tout cas. Voilà, eh bien, sans plus attendre, Arnaud, y a-t-il beaucoup de choses qui sont passées à l'intérieur, en politique, en économie, quels sont les faits saillants dont nous avons besoin de connaître l'étendue? Eh bien, une actualité, somme toute, assez fournie, même avec côté économie, tout d'abord quelques mots de Raiffeisen, la banque autrichienne, vous savez, la principale banque occidentale avec Unicredit encore présente en Russie, même si elle a ces derniers mois réduit ses opérations, notamment les transferts en euros vers l'Union européenne. On sait par ailleurs qu'elle est en bisbille judiciaire avec divers acteurs et que la justice russe, de fait, l'a interdit de sortie. Hein. Eh bien, il y a des rumeurs concernant un possible rachat par un client ou une personnalité hongroise, Monsieur Istvan Tiborch, qui n'est autre que le gendre du Premier ministre Viktor Orban. Ça n'a pas été confirmé, mais ce genre de fuite paraît assez crédible, si tant est que l'hypothèse d'une sortie se confirme. Euh, Quelques mots de l'inflation et des taux d'intérêt. C'est un sujet récurrent lors de nos briefings, un sujet important pour les acteurs de l'économie et donc pour nos entreprises. L'inflation repart à la hausse. Ces derniers jours, elle a atteint 10% en rythme annuel. S'agissant des taux d'intérêt, j'en avais dit quelques mots la dernière fois, mais on assiste depuis quelques jours on entend des déclarations assez similaires de la part de responsables de la Banque centrale, de responsables de banquiers, tout simplement. Par exemple, Monsieur Pianov, qui est le premier vice-président du directoire de VTB, a dit qu'il s'attendait à ce que le taux directeur reste à 21% tout au long de l'année. Le marché automobile, qui semble un petit peu engorgé, puisqu'on a appris que près de 100 000 véhicules neufs de la marque Lada étaient invendus et actuellement stockés chez les concessionnaires de la marque, contre un niveau habituel de 60 000. Il se dit que cet engorgement concernerait également les marques chinoises et par ailleurs, c'est un chiffre assez spectaculaire. L'âge moyen des véhicules individuels en Russie s'élève à 15 années et demie, ce qui est assez important. Conséquence, ça nous ramène au taux d'intérêt, conséquence bien de la cherté de l'argent. Le nombre de crédits personnels octroyés en janvier a reculé de 47% par rapport à janvier 2024, moins 69% en ce qui concerne les prêts immobiliers. Alors ceci dit, l'encours des crédits contractés par les particuliers s'élève à environ 380 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport à début 2024. Donc ce ralentissement, il est assez récent, à voir s'il se poursuivra cette année, étant entendu encore une fois que l'argent devait rester assez cher en Russie. Première conséquence boursière des discussions entre Russes et Américains sur lesquelles Igor va sans doute revenir, eh bien, les actions du producteur de titane VSMPO Avisma ont pris 30% en une semaine à la suite d'insistantes rumeurs sur un possible retour prochain de Boeing en Russie. Mais le sujet dont on parle ces derniers jours, de façon assez inattendue d'ailleurs, et assez étonnante, c'est celui du retour des sociétés occidentales ayant quitté la Russie sur le marché russe. Euh, Pourquoi dis-je de façon assez surprenante? Parce que c'est, semble-t-il, le président de Renault qui a, par certains propos que je trouve personnellement assez imprudents,
compte tenu des conditions dans lesquelles la compagnie française a quitté le marché russe, eh bien c'est, me semble-t-il, ces déclarations qui ont entraîné une salve de réactions de la part d'officiels russes. Monsieur Sobyanin, maire de Moscou, qui a dit, qui a recommandé à Renault de ne pas s'attendre à grand-chose à Russie. Il faut rappeler que l'une des usines de Renault était située dans la capitale russe et que monsieur Sobyanin a eu à gérer les effets d'un départ assez abrupt et inélégant. Le ministre de l'économie Reshetnikov, le vice-premier ministre Mantourov, Vladimir Poutine également s'est exprimé sur le sujet. En substance, que faut-il en retenir? Eh bien que la Russie va privilégier je dirais une démarche au cas par cas, qu'elle tiendra compte des évolutions euh, dans les divers secteurs de l'économie, mais également des intérêts des acteurs locaux qui ont bénéficié d'une forme de protectionnisme ces dernières années pour se développer. Et il faut s'attendre à des jeux de lobbying assez importants. À noter par ailleurs que le parti Jean Nouveau devrait déposer prochainement à la Douma d'État un projet de loi qui interdit aux entreprises ayant financé les forces armées ukrainiennes de revenir en Russie. Donc, sujet à suivre. Ça paraît un peu tôt, encore une fois, parce que à ce stade, on est dans l'évocation d'une possible levée des sanctions. Certaines personnes, évidemment, y réfléchissent. Les entreprises, évidemment, qui sont restées estiment probablement avoir fait le bon choix, sont peut-être et même sûrement en meilleure posture que celles qui souhaiteront revenir. Mais en tout cas, voilà, ce débat, florilège de déclarations est intéressant parce qu'il révèle de l'état d'esprit des dirigeants russes aujourd'hui. Quelques mots de politique intérieure et de la société russe, avec tout d'abord un sondage réalisé par l'Institut Parapublic Vtsium qui montre que 49% des Russes sont en faveur de la fin du moratoire sur l'application de la peine de mort, 26% sont favorables au statu quo et 15% disent vouloir l'abolition de la peine capitale. Autre chiffre intéressant et important, surtout au vu de la priorité accordée par le pouvoir aux questions démographiques, eh bien, le solde naturel de la population en 2024 est de moins 596 000 personnes, ce qui est évidemment considérable. Autre élément d'ambiance, on a appris que 42 000 participants à l'opération militaire spéciale, entre guillemets, ont été baptisés par des aumôniers militaires depuis février 2022. Enfin, dans le registre répressif, sur lequel nous revenons assez régulièrement lors de nos briefings, on a appris que la journaliste et critique de cinéma Ekaterina Barabash a été interpellée le 25 février, placée en résidence surveillée le lendemain par un tribunal de Moscou elle est accusée d'avoir propagé des fausses nouvelles sur l'armée russe. C'est un chef d'accusation de plus en plus utilisé par les tribunaux. Madame Barabash est une personnalité assez connue dans le monde du cinéma, dans le monde, encore une fois, de la critique et du journalisme. Euh, Là encore, si je devais mettre en exergue un événement ou une tendance politique au cours de ces derniers jours, ce serait ce qui se passe dans la région de Vologda, une magnifique région à 700 km au nord-est de Moscou, connue pour ses monastères, Ferapontov, connue également pour avoir été la ville de Varlam Shalamov, le grand écrivain soviétique. Euh, eh bien, depuis quelques mois, on parle de plus en plus de Vologda en raison des initiatives, des déclarations de son nouveau gouverneur, M. Filimonov, nommé en octobre 2023, élu l'an dernier, confirmé par le vote. Il s'était distingué, on en avait parlé d'ailleurs ici, par l'installation d'un monument à Staline sur le site de la maison-musée de l'ancien chef soviétique, qui, je le rappelle, avait passé quelques mois à Vologda en 1911-1912. Plus récemment, le gouverneur Filimonov avait proclamé, euh, j'allais dire la loi sèche, comme on dirait en russe, en tout cas des restrictions très fortes sur la vente d'alcool
dans sa région. Dans un registre plus politique, il avait cherché à affaiblir, avec quelques succès d'ailleurs, les réseaux de l'entreprise Severstal, de l'oligarque Morbatchov, qui est très présente dans cette région de Vologda et qui traditionnellement avait le gouverneur dans sa poche et les maires de plusieurs grandes municipalités de la région. Par ailleurs, et c'est assez rare ces temps-ci, le gouverneur Filimonov avait eu une pleine page d'entretien dans le quotidien Commerçant, ce qui n'est pas rien, où il avait expliqué ses priorités, où il avait posé avec les 6 statues de Staline qui ornent son bureau. Eh bien, on a appris, et c'est un signal, en tout cas c'est perçu comme cela par beaucoup de gens à Moscou, on a appris hier que l'un de ses adjoints et son représentant dans la capitale, à Moscou, avait été arrêté par le FSB pour corruption, ou en tout cas pour tentative d'extorsion de fonds auprès d'une entreprise du secteur forestier. Est-ce que M. Filimonov en a trop fait, entre guillemets? Est-ce qu'il est allé trop loin? En tout cas, il devra sans doute rentrer dans le rang, se faire un peu discret pendant quelques temps. Cela veut dire aussi que ce positionnement patriotique, entre guillemets, et traditionnaliste ne vaut pas immunité politique aujourd'hui en Russie. Oui, c'est intéressant, mais on sait si j'ose dire, de quoi Philippe Monoff est le nom. Dire, il avait réellement des soutiens. Est-ce que c'est un peu des ballons d'essai? Quel est quel est le background de tout ça? Oui, s'il a été nommé, c'est qu'il a été dûment sélectionné et il s'agissait d'envoyer aussi un message. Ses positions étaient connues, son parcours était connu. Simplement, on en revient à une réalité parfois un peu ignorée, mais c'est que le pouvoir russe n'est pas monolithique. Et il y a des conflits d'intérêts, ça peut être des conflits d'intérêts financiers, plus politiques. Et manifestement, M. Filimonov euh, a marché sur les plates-bandes de gens influents. Oui, il y a toujours différentes, j'imagine, comme toujours en Russie et ailleurs d'ailleurs, des forces très divergentes qui sont en œuvre. Et voilà, Différentes chapelles. voilà, exactement. Et parler de l'inflation, on nous interroge encore une fois sur l'inflation élémentaire. Je crois que l'Observatoire s'était fait l'écho d'un article assez intéressant sur la perception de l'inflation alimentaire et les gens la voyaient non pas à 10% que le général, mais plutôt à 30%. Alors, de toute façon, l'inflation alimentaire, elle est mesurée bien au-delà de la moyenne, parce que l'inflation mesure évidemment les marchandises, des services, mais ce qui est constaté par Rostat, c'est que l'inflation alimentaire, de toute façon, est bien supérieure à la moyenne. Et le ressenti va encore plus loin, ce qui est assez classique en Russie, mais également en France ou partout. Alors, on nous demande également, est-il vrai que Lavrov aurait annoncé que seules les sociétés, enfin les industries qui n'ont pas un intérêt, enfin qui n'atteignent pas la souveraineté économique de la Russie seraient autorisées à revenir? Alors, je n'ai pas vu cette déclaration. Alors, là, les mots ont leur importance, donc il faudra rechercher cette déclaration de façon très précise. Ce qui est certain, c'est que comment dire, les autorités russes, là où les processus de substitution d'importation a fonctionné, là où il y a maintenant et dans des secteurs très sensibles, éviteront de reconfier, en tout cas c'est mon intuition, hein, les clés du camion à des pays, en tout cas à des entreprises issues de pays inamicaux, même si le discours des officiels russes, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise inamicale. Simplement, je pense que chez chaud des craint l'eau froide, et encore une fois, à situation égale, à niveau technologique égal, en tout cas pour ce qui est des appels d'offres publics, on peut penser que les entreprises russes seront privilégiées. Là où il faudra faire attention, c'est en ce qui concerne l'achat, moi ça fait partie de notre travail, veiller à ce que les filiales d'entreprises françaises qui sont de droit russe ne soient pas discriminées par rapport aux entreprises russes stricto sensu. Alors, on va passer beaucoup d'articles un peu dans tous les sens, parce que tout le monde se projette déjà dans une après.
résolution du conflit et donc un retour à la normale à l'économie. Et on voit aussi l'inquiétude de l'autre côté qui se dit, mais est-ce que les entreprises étrangères ne vont pas être inquiètes de revenir et vont-elles vouloir investir dans un pays qui peut leur sembler instable et ne pas leur garantir la sécurité de leur investissement? Encore une fois, il faut regarder les situations de toutes les entreprises. Alors j'ai vu certains articles dans la presse française. Je dois admettre ne pas avoir été très impressionné par leur niveau d'information et d'analyse, mais ça, ce n'est pas très nouveau, ni par leur degré de bonne foi d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau non plus. Encore une fois, la situation des entreprises en général étrangères est très variable. Il y a celles qui sont restées l'ont fait pour certaines en changeant plus ou moins de statut, d'autres sont parties, certaines, mais sont parties pour des raisons différentes. Certaines ont été forcées de partir en raison de sanctions européennes, parce qu'il n'y avait plus de marché. Je pense notamment à l'aéronautique, au spatial, où la France avait des positions assez fortes. D'autres sont partis pour des raisons idéologiques, c'est assez minoritaire. Il faut voir aussi la part de la Russie dans le chiffre d'affaires de ces entreprises. Là aussi, c'est variable. Donc, certaines aussi, alors je terminerai là-dessus, ça fera une transition avec Igor. Certaines sont parties ou annoncé leur départ parce qu'elles étaient sous pression américaine lors de l'administration Biden. Il faudra voir aujourd'hui, alors que le discours américain change de façon spectaculaire sur la Russie et on va peut-être assister à une normalisation économique dans les semaines qui viennent si eh bien, ça n'a pas des conséquences sur d'autres entreprises. Finalement, elles n'auront peut-être plus à choisir entre le marché américain et le marché russe. Bien, effectivement, c'est une bonne transition avec Igor, donc, qui va nous parler plus généralement de diplomatie et de ces autres sujets de prédilection. Nous t'écoutons, Igor. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, il s'est passé encore beaucoup de choses depuis lundi et notre dernier briefing, il y a évidemment la visite du président Macron à Washington. Il y a en ce moment même Monsieur Keir Starmer, Premier ministre britannique, qui se trouve à Washington également pour rencontrer le président Trump. Il y a eu une séquence de vote aux Nations Unies qui était très intéressante d'ailleurs, sur laquelle je reviendrai. On parle encore beaucoup de ces sujets de garantie de sécurité, de sous-sol ukrainien. Donc, je vais essayer un petit peu de synthétiser tout ça. Alors, d'abord, la question des garanties de sécurité, puisque il en était question à Washington lundi, lors de la visite du président Macron. Alors, une visite, alors je laisse de côté, je dirais, la forme et qu'on a pu voir, les gestes, les accolades, les body language, etc. Bon, ce qui était assez confus, c'est finalement ce qu'il fallait en retenir sur le fond. Et au fur et à mesure que la semaine est passée, depuis lundi, on a compris que finalement, il ne s'était pas passé grand-chose et qu'en tout cas, Emmanuel Macron n'était pas revenu avec ce qu'il souhaitait, à mon avis, ramener de Washington, c'est-à-dire des engagements américains sur les questions de force de maintien de la paix, hein, auquel donc projet que le président Macron promeut activement avec Keir Starmer, hein, pour l'après, c'est-à-dire une fois que le cessez-le-feu sera conclu, qui reste encore très hypothétique, eh bien, l'idée, c'est de cimenter ce cessez-le-feu, hein, du point de vue des Français et des Britanniques à travers le déploiement donc d'une force de maintien de la paix. Et donc Emmanuel Macron était venu à Washington avec une idée, enfin, en tout cas avec un objectif qui était assez simple, c'était obtenir des garanties pour la garantie de sécurité, c'est-à-dire des garanties américaines pour la garantie de sécurité franco-britannique, autrement dit des forces de soutien américaines pour les forces de maintien de la paix franco-britanniques et autres. Il les a visiblement pas obtenus. Il faut quand même voir que ce projet est quand même très, à la fois ambitieux et paraît quand même très hypothétique, puisque je rappelle que le chiffre qui est souvent cité dans la presse ces derniers temps, c'est le chiffre de 30 000 hommes. Bon, M. Zelensky avait évoqué 200 000 hommes, puis 150 000 hommes, on n'est pas dans les mêmes proportions. À titre de comparaison, si vous voulez, pour comprendre, la force de maintien de la paix qui avait été déployée au Kosovo à partir de 99, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la KFOR, après l'intervention, après les bombardements de l'OTAN contre la Serbie. Eh bien, la KFOR, pour stabiliser le Kosovo, c'était environ 50 000 hommes. Le Kosovo, c'est deux départements français. L'Ukraine, c'est bien plus grand que la France, et on parle de 30 000 hommes. La KFOR est encore présente aujourd'hui au Kosovo, il doit rester un peu moins de 5 000 hommes, et on sait que le contexte est quand même pas très stable.
vu surtout ce qui s'est passé l'an dernier à la frontière avec la Serbie. Donc on peut voir là les proportions en termes de voilure du dispositif et de territoire à couvrir, et je rajouterais que, comme je l'avais exposé la dernière fois, il y a quand même une ligne de contact de pratiquement 3000 kilomètres à couvrir, hein, la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, et puis toute la partie ukraino-russe, territoire contesté ou pas, peu importe. Cela fait pratiquement 3000 kilomètres, même un peu plus, je crois, de mémoire, avec 30 000 hommes. Une fois de plus, c'est quand même très, très gros. Et donc, il y a une inadéquation, pour l'instant, hein, entre les chiffres annoncés et, j'allais dire, le cœur même de la mission à remplir. D'où la démarche du président Macron de chercher à disposer du parapluie américain sur un tel dispositif. Il reste une fois encore vraiment sur le papier. Deuxième sujet, c'est donc les pourparlers américano-russes. Alors, ça tombe bien puisque il y avait des pourparlers aujourd'hui entre des équipes russes et américaines à Istanbul, qui se sont terminés juste avant que notre briefing démarre. Ils ont duré 6 heures. Alors, on ne sait pas qui était dans les délégations respectives. Tout ce qu'on a pu en lire, c'est qu'il s'agissait visiblement de diplomates de haut niveau et d'experts qui se sont donc retrouvés à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Istanbul. Il y a une résidence là-bas dont dispose l'ambassadeur. Pour parler donc de 6 heures, j'ai vu passer qu'un ressortissant russe allait être transféré des États-Unis vers la Russie. Visiblement, c'est un droit commun, hein, qui a été arrêté il y a quelques années. Donc, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que l'agenda de cette discussion était de parler du rétablissement du fonctionnement, j'ai dire, normal des ambassades respectives. Donc, un sujet qui avait été évoqué à Riyad la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Comme je l'avais expliqué à Riyad lorsque les délégations russes et américaines se retrouvent, hein, il y a plusieurs sujets sur la table. Ce sont des discussions j'allais dire multitrack, et l'Ukraine est finalement un sujet parmi d'autres. Il y a le rétablissement du fonctionnement des ambassades. Donc aujourd'hui, il y a eu une réunion de suivi à Istanbul. Il y a l'Ukraine à proprement parler, et il y a encore d'autres sujets. Ce qui en fait est une rupture, puisque l'administration Biden avait fait finalement de l'Ukraine un verrou pour toute la relation. Et là aussi, l'approche de Trump est complètement disruptive, puisque l'Ukraine devient un sujet parmi les sujets, et on comprend qu'il y a une volonté de ne pas réduire la relation au dossier ukrainien pour aller donc de l'avant. Et donc, on voit à travers des déclarations, maintenant dont on est un petit peu familier depuis maintenant quelques semaines, hein, on sent qu'il y a des déclarations de part et d'autre sur des perspectives de projets économiques communs, des projets industriels qui pourraient éventuellement ressurgir. Monsieur Poutine a parlé de la livraison de 2 millions de tonnes d'aluminium que la Russie était prête à envoyer aux États-Unis. Donc, des déclarations qui, à mon avis, côté russe, servent à stimuler la discussion avec les Américains sur l'économie, avec évidemment en toile de fond, on comprend bien, la levée des sanctions. C'est vraiment un sujet. Et donc, ces déclarations et ces ressources que fait miroiter la Russie aux interlocuteurs américains, que ce soit l'exploration de l'Arctique, ou au passage, l'idée serait de faire contrepoids aux Chinois, que ce soit les terres rares russes, puisqu'on en a parlé aussi depuis quelques jours maintenant, l'aluminium et autres. On comprend que l'idée, c'est un petit peu de stimuler ces discussions avec les Américains, avec, à mon avis, une arrière-pensée sur le réaménagement, voire la levée de certaines sanctions. Alors, l'autre sujet sur le sous-sol, c'est évidemment l'Ukraine, puisque M. Zelensky est attendu demain à Washington pour manifestement signer une nouvelle version de l'accord que les Américains lui soumettent sur le sous-sol ukrainien. Alors là aussi, c'est assez confus, puisque lorsque l'information est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, il semblait acté que l'accord allait être signé et que les parties étaient d'accord. Depuis, M. Zelensky a lui parlé plutôt d'accord cadre que d'accord à proprement parler. Les mécanismes qui sont évoqués de part et d'autre, enfin, qui fuitent dans la presse, puisqu'évidemment l'accord n'a pas été publié, hein, en tout cas moi je ne l'ai pas vu passer, laisse entendre qu'il y aurait un fonds américano-ukrainien qui serait créé dans lequel l'Ukraine serait contrainte de reverser une grande partie de ce qu'elle exporte, de ce qu'elle gagne à l'exportation de ses ressources dans ce fonds-là, qui serait donc sous, comment dirais-je, une obédience à la fois américaine-ukrainienne. Bon, c'est assez confus. Mais à la veille de son arrivée à Washington, eh bien, M. Zelensky il y a encore eu une déclaration de Donald Trump il y a quelques heures qui laissait entendre que l'Ukraine devait oublier l'OTAN, hein. Je crois que c'est la formulation qu'a utilisée le président américain, hein. Donc,
Forget About NATO. Lui-même, ensuite, prolongeant en expliquant que d'après lui, c'était certainement cette perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, une des raisons qui était à l'origine du conflit. Donc là, il se rapproche évidemment de l'explication russe sur les origines de cette guerre. Donc évidemment, à la veille de l'arrivée de Zelensky, ce sont des déclarations qui ne font pas plaisir, on imagine bien, aux Ukrainiens. Alors, un dernier élément sur le sous-sol de l'Ukraine, j'ai aussi relevé la déclaration de Monsieur Lecornu, ministre français de la Défense, qui s'exprimait, je crois, hier. Alors, je ne sais plus sur quel média, et qui évoquait aussi, alors c'était des allusions, des insinuations, sur la nécessité voilà, pour l'industrie française notamment, d'accéder à de nouvelles sources en matière de métaux rares, de terres rares, puisque on en a besoin pour construire des systèmes de haute technologie, etc. Et c'était dans le cadre de discussions, d'échanges qu'il avait avec les journalistes sur l'Ukraine aussi. Donc là, je trouvais que c'était intéressant de faire ce type d'allusion. Et alors le troisième et dernier point, donc c'est celui sur la séquence à l'ONU, puisque alors, on a eu là des choses très intéressantes qui se sont passées lors de ces votes du 24 février, hein, intervenus à l'ONU, et qui montrent avec d'autres que finalement l'Occident collectif, tel que l'appellent les Russes, est un petit peu moins collectif et un plus en plus fragmenté. Je rappelle que donc il y a évidemment comment dirais-je, des différences d'appréciation, c'est moins que l'on puisse dire, entre Américains et Européens sur l'Ukraine, mais plus généralement même sur, j'allais dire, l'état de la démocratie, hein. Je renvoie au discours de J.D. Vance à Munich. Donc premier point, j'allais dire, enfoncé dans cet Occident collectif. Entre Européens même, il n'y a pas vraiment non plus de, comment dirais-je, de grande homogénéité, puisque certains Européens ont été plutôt sensibles au discours de M. Vance, hein, la Hongrie de Orban, la Slovaquie de Fico, l'Italie de Meloni aussi était relativement, je dirais, sensible à ce discours-là, tandis que les autres, en tout cas une grande partie des autres, étaient évidemment choqués par les propos du vice-président américain. Le G7 n'est pas, qui est quand même, qui symbolise aussi on dirais-je, un forum occidental, hein, même si les Japonais y sont, eh bien, là aussi, le G7 n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur un communiqué final à l'occasion du 24 février qui désigne la Russie comme agresseur. Les Américains ont exigé, enfin, n'ont pas voulu employer cette terminologie-là dans le communiqué final. Donc là aussi, encore un élément, si vous voulez, qui montre que cet Occident est de moins en moins homogène. Il y a eu la question de la saisie des actifs russes qui est revenue il y a quelques jours, puisque en Europe même, ce sujet continue évidemment de ne pas faire consensus, que la France, l'Allemagne, Madame van der Leyen et autres ont fait comprendre que ce n'était pas possible de prendre cet argent et de le transférer à l'Ukraine, tandis que d'autres pays, la Pologne, les Baltes, les Tchèques, poussent pour que cet argent soit transféré manu militari aux Ukrainiens. Et donc, il y a eu cette séquence à l'Assemblée générale des Nations unies avec le vote de deux motions, deux résolutions distinctes, l'une évidemment proposée par l'Ukraine et soutenue par les Européens qui condamnent la Russie et l'appelle à retirer ses troupes du pays et qui a été adoptée. Mais quand on regarde les votes, ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont voté contre, les Israéliens ont voté contre, les Russes ont évidemment voté contre, le Soudan a voté contre, etc. Donc, on voit une fragmentation là aussi du camp occidental sur ce projet de résolution à l'Assemblée générale des Nations unies, sachant que les Américains ont proposé leur propre résolution sur le même sujet à l'occasion du 24 février, avec une sémantique, une terminologie beaucoup plus conciliatrice à l'égard de la Russie, projet de résolution qui a été amendé à la demande des Européens, ce qui fait que les Américains, au final, n'ont pas voté leur propre texte à l'Assemblée. Ils se sont abstenus à l'Assemblée générale des Nations unies, puisqu'ils ont considéré que ce n'était plus leur texte, vu qu'il avait été amendé. Mais quelques heures plus tard, le texte original américain a été soumis au vote, cette fois-ci, du Conseil de sécurité des Nations unies, et il a été approuvé, puisqu'il a été validé par 10 votes pour et 5 abstentions, dont France et Grande-Bretagne, qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui fait que le texte est quand même passé. Donc là, on a vraiment une fragmentation de cet Occident collectif, hein. Donc c'est un récit bien connu chez les officiels russes depuis une dizaine d'années, hein, pratiquement maintenant. Et le deuxième élément, c'est pareil pour la majorité mondiale, puisqu'à l'occasion de ce vote, alors ça c'est une autre construction géopolitique des Russes, hein, mais à l'occasion de ce vote de la résolution ukrainienne à l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien,
le texte a été voté par l'Égypte, par le Nigeria et par l'Indonésie. Or, l'Égypte et l'Indonésie sont des membres des BRICS, membres de plein droit des BRICS, et le Nigeria est un État partenaire des BRICS. Et là, ils votent évidemment un texte qui est évidemment très critique à l'égard de la Russie. Ils auraient pu s'abstenir, ils ont décidé de le voter. Donc là aussi, point d'interrogation un peu sur ce concept de majorité mondiale. Voilà, Président. Merci infiniment de tous ces éléments qui sont effectivement passionnants, souvent contradictoires, mais effectivement, comme tu notais à la fin. Et alors justement, on a un de nos auditeurs fidèles qui nous a écrit là et qui s'étonne du silence assourdissant de l'ONU et de ses dirigeants. Euh, Est-ce que le rôle de l'ONU est définitivement affaibli ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça revienne un peu en avant? C'est effectivement un petit peu étonnant. Non, l'ONU est complètement dépassée par le dossier, d'une part, depuis longtemps en réalité, et en réalité, elle peut avoir un rôle à ce stade, enfin, elle a déjà eu d'ailleurs quelque peu un rôle technique tout au plus sur certains aspects de ce conflit. On l'a vu, on a pu le voir par exemple sur les discussions sur les céréales il y a presque bientôt 2 ans, ça passe vite. On a vu dans un autre registre l'Agence internationale d'énergie atomique s'emparer du dossier de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Mais bon, c'est plutôt, je dirais, des rôles techniques, des rôles de déconfliction, des rôles de facilitateur, mais elle ne peut pas être à la manœuvre principale. Et deuxième élément, c'est que elle est divisée. Enfin, le Conseil de sécurité, en fait, est incapable de trancher, évidemment, pour des raisons évidentes, ce dossier ukrainien, quel que soit l'angle qu'on adopte, tant et si bien que les mécanismes onusiens sont faits de telle sorte que lorsque le Conseil de sécurité est paralysé par une question, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui s'en empare. Hein. Donc là, en l'occurrence, pour le vote de ces résolutions que je viens d'évoquer. Sauf que l'Assemblée générale des Nations unies, il n'y a pas de droit de veto. Il y a des votes négatifs, mais qui ne sont pas office de veto, y compris pour les puissances du P5. Alors que, évidemment, le veto comment dirais-je, rédhibitoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, tout simplement, quelque part, elles sont bien faites dans le sens où il y a un mécanisme qui est prévu pour prendre le relais avec cette Assemblée générale des Nations Unies, mais les résolutions n'ont pas le même, comment dirais-je, le même pouvoir, en tout cas pas la même puissance que quand elles sont adoptées par le Conseil de sécurité lui-même. Merci beaucoup. Je vois que j'ai repassé un peu en revue les questions. Vous y aviez répondu l'un ou l'autre dans vos interventions. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Bien, alors ben, je vous donne rendez-vous à lundi. Rappelez-vous que nous avons désormais deux rendez-vous hebdomadaires, le lundi et le jeudi, le lundi étant consacré plutôt à la diplomatie et au développement des aspects justement de la diplomatie sur la résolution du conflit russo-ukrainien. Donc, retrouvons-nous lundi prochain. D'ici là, ben, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.